Aujourd'hui, je vous propose qu'on parte ensemble en balade. Vous voyez cette horloge? Cette simple horloge à côté de laquelle il est indiqué 12 jours. Eh bien, c'est elle qui sera notre guide dans les rues d'une ville sans nom. Une ville qui nous veut morts. Une ville qui, à chaque seconde qui passe, se rapproche un peu plus de son extinction totale. Je me souviens encore de ma première nuit sur ce jeu. J'étais seul, chez moi. Il était à peu près minuit. J'avais les yeux qui brûlaient et mon appartement n'avait jamais semblé aussi silencieux. J'ai dû allumer une lampe supplémentaire. Pas par nécessité, mais parce que ce jeu me mettait mal à l'aise. Pas effrayé, non, juste mal à l'aise. Un peu comme quand on est en train de lire un livre et qu'on se sent observé par l'auteur plutôt que l'inverse. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes senti véritablement impuissant? Prenez un instant pour y penser. Cette sensation où, quoi que vous fassiez, l'issue semble inévitable. Alors, gardez cette sensation à l'esprit, car ce jeu va l'amplifier de façon exponentielle. Sur mon écran, un homme vient d'arriver dans une ville sans nom. Et à peine descendu du train, il est attaqué. On l'accuse du meurtre de son propre père. La ville entière veut sa peau. Et puis, quelque temps après, la peste se déclare. Alors non, ce n'est pas le début d'un roman russe. C'est Pathologic. Peut-être le seul jeu vidéo au monde conçu spécifiquement pour vous faire souffrir. Et ça, délibérément. Vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu? Eh ben, c'est normal. En Europe, Pathologic est passé totalement sous les radars. Sorti en 2005, en Russie, il n'a atteint nos contrées occidentales que sous la forme d'une traduction approximative, presque incompréhensible, avant de disparaître dans l'oubli quelques semaines seulement après sa sortie. Et pourtant, près de 20 ans après, des communautés entières sur Reddit continuent de disséquer chaque dialogue, chaque symbole, chaque mécanisme de ce jeu comme s'il s'agissait d'un texte sacré. De nombreux articles le présentent même comme un chef-d'œuvre méconnu, comme un des titres les plus sous-cotés de l'histoire des jeux vidéo horrifiques. Et des théories toujours plus élaborées émergent au sujet de son scénario. Des analyses toujours plus profondes révèlent de nouvelles couches de sens. Car la véritable horreur de Pathologic ne réside pas dans ses graphismes datés, ni dans son gameplay austère. Elle réside dans les abysses philosophiques qu'il vous invite à contempler. Et puis, les internautes qui parlent de leur expérience sur le jeu évoquent tous sa difficulté, la frustration intense qu'il arrivait à créer chez les joueurs. Alors, pour vous donner une idée, ce jeu a été évalué de manière très positive par près de 3500 personnes sur Steam, ce qui est plutôt pas mal. Mais sur toutes les personnes ayant tenté l'expérience, seulement 6,3% des joueurs ont réussi à obtenir le succès qui consiste à voir le 11e jour, sur les 12 qui constituent l'aventure entière. 6,3%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes qui ont totalement explosé en vol durant leur exploration de Pathologic. Alors, on pourrait penser que c'est un jeu mal conçu, ou juste trop difficile. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Pathologic fonctionne exactement comme prévu. C'est un réel dispositif de destruction psychologique, parfaitement calibré selon les propres mots de ses créateurs. Est-ce que vous connaissez cette sensation de cauchemar, où vous êtes pourchassé et vous n'arrivez pas à courir assez vite? C'est exactement ce que Pathologic va vous faire vivre. Jour après jour, minute après minute. Et je vous assure que notre horloge guide ne nous laissera aucun répit. Avant de commencer notre exploration, laissez-moi vous proposer un petit exercice. Imaginez que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Vous êtes exténué. Vous êtes fiévreux. Maintenant, imaginez qu'on vous demande de sauver une ville entière. Comment est-ce que vous vous senteriez? Impuissant? Désespéré? Prêt à faire des compromis moraux pour simplement survivre une journée de plus? Eh bien, bienvenue dans Pathologic. En Occident, je crois qu'on peut dire que ça y est, dans le monde du jeu vidéo, on a réussi à domestiquer l'horreur. Nos monstres sont prévisibles, nos peurs encadrées et nos dangers toujours surmontables. Mais à bien regarder le nombre d'œuvres d'artistes russes, que ce soit dans la littérature, le cinéma, la peinture, qui traitent de la peur existentielle et de l'insignifiance de l'être humain face à un univers qui lui est profondément indifférent, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de découvrir une œuvre qui vient de là-bas. Et vous verrez qu'effectivement, Pathologic n'est pas vraiment un jeu vidéo. C'est plutôt une sorte d'expérience existentielle déguisée en jeu. Un miroir tendu vers nos peurs les plus primitives. Icepeak Lodge, le studio russe à l'origine de ce titre, n'a d'ailleurs jamais caché son intention. Ils ont conçu ce jeu comme un réel dispositif de torture.
Et vous verrez que c'est précisément cette honnêteté brutale qui rend l'expérience si marquante. Aujourd'hui, notre horloge guide va nous emmener dans les rues infestées d'une ville condamnée. Et ensemble, nous allons disséquer son anatomie perverse. Explorer ses mécaniques cruelles. Et tenter de comprendre pourquoi ce jeu, qui semble tout faire pour repousser les joueurs, fascine encore aujourd'hui. Allez, je crois qu'il est l'heure de débuter cette exploration. Notre horloge vient de sonner le premier jour. Et croyez-moi, le temps nous est compté. Premier arrêt de notre voyage, le théâtre. Car Pathologic ne vous accueille pas, il vous avertit. Avant même de poser un pied dans la ville qui sera votre prison pendant les 12 prochains jours, le jeu vous place dans la position d'un spectateur impuissant. Vous êtes assis dans les gradins d'un théâtre désert, regardant la scène où 3 personnages, le célibataire, le haruspice et la changelin, se disputent pour essayer de savoir qui, parmi eux, sera en mesure de sauver la ville. Observez attentivement cette scène. Que voyez-vous? Un simple prologue introductif? Non. En réalité, c'est bien plus que ça. Le jeu vous dit ici, sans aucune ambiguïté, ce que vous allez voir est une performance. Ces personnages sont des acteurs jouant un rôle, et vous-même n'êtes qu'un spectateur, qui bientôt sera forcé de monter sur scène. Dans presque tous les jeux, l'objectif est l'immersion. Les développeurs veulent vous faire oublier la frontière entre vous et votre avatar. Ici, c'est exactement l'inverse. Le jeu vous rappelle constamment que vous regardez une pièce de théâtre macabre, dont l'issue est déjà écrite. Notre horloge nous presse déjà. Descendons vers la scène. Notre performance va commencer. Pour notre voyage à travers cette anatomie de l'horreur, j'ai choisi d'incarner Artemi Burak, le haruspice. Alors, je l'ignorais avant de jouer à Pathologic, mais un haruspice est quelqu'un qui pratique l'art divinatoire, en lisant dans les entrailles. Un choix de métier plutôt approprié pour ce que nous allons disséquer ensemble. Artemi est le fils d'Isidore, un important membre des Kin, le peuple indigène qui habite cette région. Il revient dans sa ville natale après des années d'études de médecine dans la capitale. Et son arrivée est un cauchemar éveillé. À peine descendu du train, Artemi est attaqué par 3 hommes. Il parvient à se défendre, mais cette violence soudaine n'est que le premier acte d'une hostilité systématique. Toute la ville le croit coupable du meurtre de son propre père et de Simon Quint, un homme pourtant réputé immortel et qui était une figure centrale de la ville. Imaginez un instant, vous revenez chez vous après des années d'absence. Vous espérez retrouver votre père. Mais au lieu de ça, vous découvrez qu'il est mort et que tout le monde pense que c'est vous qui l'avez tué. Et cette hostilité immédiate est un mécanisme d'angoisse redoutable. Là où d'autres jeux vous offrent un temps d'adaptation, Pathologic vous plonge dans une situation cauchemardesque, sans aucun préambule. Vous êtes instantanément isolé, traqué, incompris. Je me souviens clairement de ce sentiment de panique lors de mes premières heures de jeu. Je n'avais presque rien. Un couteau pour me défendre, quelques pièces de monnaie et une ville entière qui voulait ma peau. Ma main tremblait sur la souris et ce n'était pas juste de la tension ludique. C'était une véritable angoisse. Une vulnérabilité psychologique profonde qui allait poser les fondations de toute l'expérience. Cette sensation d'être un paria, un étranger dans sa propre terre natale. Le jeu capitalise ici sur une de nos peurs primordiales, celle d'être accusé à tort d'un crime que l'on n'a pas commis. Alors c'est un ressort narratif vieux comme le monde, mais rarement exploité avec autant d'intensité dans un jeu vidéo. Vous vous souvenez peut-être d'avoir un jour fait un cauchemar où vous tentiez désespérément d'expliquer votre innocence, mais que personne ne vous écoutait. Eh bien, c'est exactement ce que le jeu cherche à vous faire vivre. Regardez, ça ne fait même pas 5 minutes que j'ai lancé le jeu, je viens juste de sortir de la scène d'introduction, je me suis juste éloigné un peu du théâtre pour voir à quoi ressemblait la ville. Je vois un feu au loin avec des gens autour, alors je me dis que ça peut être intéressant d'aller récolter quelques informations. Mais après quelques pas seulement, cette cinématique se lance, et on voit clairement tout le groupe me foncer dessus. Et ça n'a rien d'aléatoire. S'ils me pourchassent, c'est qu'ils me croient coupable. Pour eux, je suis un meurtrier. Si je veux leur prouver que je suis quelqu'un de bien, il va falloir que je me rachète auprès de chacun d'eux, afin de pouvoir simplement commencer la mission que le jeu m'a confiée. Soigner les habitants de cette ville. Et voilà l'ironie cruelle de Pathologic. Vous êtes un médecin, un guérisseur. Mais avant de pouvoir sauver qui que ce soit, vous devez d'abord vous sauver vous-même. Pathologic est un jeu extrêmement bavard. Je dirais même que c'est probablement le jeu avec le plus de texte que j'ai jamais fait. Chaque dialogue compte. Chaque interaction peut déterminer qui vivra et qui mourra.
Chaque personnage que vous allez croiser pourra modifier son jugement sur vous en fonction de vos relations, des services que vous lui avez rendus et même de vos relations avec d'autres personnages. Et dans Pathologic, la mort est permanente. Les personnages qui meurent ne ressuscitent pas. Une information perdue l'est à jamais. Je prends donc le parti de n'essayer de tuer personne et de fuir en attendant de leur prouver que je ne suis pas une menace pour cette ville. Mais en réalité, l'hostilité de cette ville n'est pas qu'une mise en scène narrative. Non, elle a un impact direct sur le gameplay. Vous devez vous faufiler dans les ruelles pour éviter les patrouilles. Des quartiers entiers vous sont interdits. Les magasins vous refusent l'accès. Vous êtes véritablement un paria. Un intrus dans votre propre ville natale. Et cette subversion du statut du héros touche quelque chose de profond en nous. La peur d'être rejeté par notre communauté. D'être désigné comme l'autre, le danger, celui qu'il faut éliminer. C'est précisément ce que la ville fait à Artemis. Et à travers lui, c'est ce qu'elle vous fait à vous, en tant que joueur. Pathologic transforme cette anxiété universelle en mécanisme de jeu. Il vous place dans cette position inconfortable et vous demande comment réagiriez-vous face au rejet. Est-ce que vous allez chercher à prouver votre valeur, à vous venger, ou simplement à survivre en marge de cette société? Notre horloge nous avertit. La journée avance, et avec elle, d'autres dangers se profilent. Car la cruauté de Pathologic ne réside pas seulement dans l'hostilité sociale. Elle est aussi dans votre propre corps qui, lentement mais sûrement, commence à vous trahir. Notre horloge marque maintenant plusieurs heures depuis notre arrivée. Et déjà, une sensation familière se fait sentir. La faim. Lorsque j'ai commencé à jouer, j'ai d'abord pensé que la faim et la fatigue seraient des mécaniques secondaires, comme dans tant d'autres jeux de survie. Et laissez-moi vous dire que je me suis très vite rendu compte de mon erreur. Dans Pathologic, la faim n'est pas une simple jauge à remplir. C'est une présence constante. Un loup des steppes qui vous suit partout. Les prix de la nourriture sont exorbitants dès le départ. Puis, jour après jour, ils augmentent exponentiellement, jusqu'à devenir absurdes. Ce que vous pouviez acheter hier avec votre dernier rouble devient aujourd'hui un luxe inatteignable. Au troisième jour, après avoir passé 2 journées à faire les poubelles et à donner des médicaments en échange de rares contributions volontaires de la part des habitants, j'ai échangé mon unique pistolet contre une bouteille de lait et des légumes en conserve. Est-ce que je mérite le prix du meilleur échange commercial ? Probablement pas. Mais quand votre estomac se tord de douleur, l'instinct de survie l'emporte sur toute rationalité. Et la faim commence à faire de vous un économiste très médiocre. Je me souviens encore de ce moment précis où j'ai cliqué pour confirmer l'échange. De cette seconde d'hésitation, puis ce sentiment immédiat de soulagement mêlé de regret. Je venais de réaliser que j'avais complètement cessé de jouer stratégiquement. La faim avait transformé ma façon de penser. J'étais à bout. Mon personnage pouvait à peine marcher tant sa faim était gigantesque. Et à ce moment précis, je n'ai pas réfléchi aux conséquences de me retrouver sans armes. J'ai simplement agi pour survivre un jour de plus. Et voilà l'horreur véritable de Pathologic, ce que la faim fait de vous. Vos priorités changent, vos valeurs s'effritent. Vous commencez à voir les autres non comme des personnes à sauver, mais comme des obstacles entre vous et votre prochaine bouchée. Cette expérience rappelle les témoignages d'individus ayant vécu des famines historiques, comme l'Holodomor en Ukraine ou le siège de Leningrad. L'Holodomor, qu'on peut traduire par « extermination par la faim », est une grande famille qui a eu lieu en République socialiste soviétique d'Ukraine et dans le Kouban, une région de l'URSS en 1932 et 1933, et qui fit, selon les estimations des historiens, entre 2,6 et 5 millions de morts. Et une décennie plus tard, le siège de Leningrad allait coûter quant à lui la vie à près de 800 000 habitants, principalement morts de froid et de faim. Je vous propose un autre exercice mental rapide. Imaginez que vous n'ayez pas mangé depuis 3 jours. Devant vous se trouvent 2 choix. Voler la nourriture d'une famille avec des enfants ou risquer de vous évanouir avant d'atteindre le prochain quartier pour aider des malades. Que feriez-vous ? Dans ces situations extrêmes, la moralité elle-même devient un luxe que peu peuvent se permettre. Et Pathologic nous fait vivre cette déshumanisation progressive. Ce glissement vers une existence centrée uniquement sur nos besoins les plus primaires. Car votre corps, dans Pathologic, n'est pas votre allié. Il est une prison de chair qui se détériore inexorablement. Chaque action devient une négociation avec cette prison. Dormir apaise l'épuisement, mais aggrave la faim. Manger calme la faim, mais épuise vos maigres ressources. Courir permet d'éviter le danger, mais accélère l'épuisement. Et au bout de la 2e journée seulement, vous sentez que votre personnage n'en peut plus. Les commandes réagissent mal, les coups sont plus lents, la faim vous terrasse petit à petit.
Mais aussi implacable soit-elle, la faim n'est pas le pire danger qui vous guette. L'immunité est la troisième composante de ce calvaire psychologique vidéoludique. Dans une ville ravagée par une maladie mystérieuse, chaque interaction devient potentiellement fatale. Chaque rue que vous traversez, chaque maison que vous visitez, chaque personne à qui vous parlez pourrait vous contaminer. Et cette peur de la contamination touche à quelque chose de profondément primitif en nous. Au 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, des auteurs comme Thucydide ou Hippocrate dépeignaient déjà la paranoïa qu'engendrait la propagation des maladies dans, je cite, les airs, les eaux et les lieux. C'est une angoisse profondément ancrée dans notre inconscient collectif. Et Pathologic l'exploite avec une efficacité redoutable. Le jeu ne se contente pas de vous dire que vous êtes en danger. Non, il vous le fait ressentir. Lorsque vous entrez dans une zone infectée, l'écran se brouille légèrement. Des nuages de spores flottent dans l'air. Des murmures inquiétants se font entendre. Votre immunité baisse graduellement, comme un compte à rebours invisible vers votre propre contamination. Et le remède ? Eh bien, il est rare, cher et souvent bien plus nécessaire pour d'autres que pour vous. Sauverez-vous cet enfant mourant ou garderez-vous l'antibiotique pour vous-même ? Clairement, Pathologic vous fait comprendre qu'il n'y a pas de bonne réponse. Seulement des compromis douloureux entre différentes formes de culpabilité. Dans ces conditions, l'horreur ne vient pas d'un monstre caché dans l'ombre, mais de ce que la privation et la peur font de vous. De la personne que vous devenez quand votre seule préoccupation est de survivre un jour de plus. Chaque décision pèse sur votre conscience. Qui sauver avec vos ressources limitées ? À qui donner l'unique dose de vaccin ? L'épuisement que vous ressentez en tant que joueur, après des heures à naviguer dans cette ville hostile, reflète brillamment l'épuisement de votre personnage. Et c'est là que j'ai compris que Pathologic n'était pas tant un jeu sur une épidémie de peste qu'une simulation de l'expérience morale et psychologique d'être un médecin confronté à une catastrophe dépassant largement ses capacités. Et notre horloge guide nous rappelle qu'un jour vient de s'écouler. Il reste 9 jours. Ce message simple, factuel, est utilisé avec une sournoiserie rarement égalée dans les jeux vidéo. Car dans Pathologic, le temps n'est pas une ressource à optimiser comme dans tant d'autres jeux. Il est votre adversaire le plus implacable. Il reste 11 jours. Ce message apparaît à la fin de votre première journée dans Pathologic. Un simple constat, froid et impersonnel, qui vous rappelle que notre horloge guide est aussi votre bourreau. Parce que dans la plupart des jeux, le temps est une abstraction. Les journées passent sans conséquence. Les quêtes vous attendent patiemment. Mais pas ici. Je me rappelle particulièrement d'une mission où je devais choisir entre sauver un groupe d'enfants dans le district nord et rejoindre un personnage important à l'autre bout de la ville. L'horloge tournait et je savais que je ne pouvais pas faire les deux. Chaque pas me rapprochait d'un objectif et m'éloignait irrémédiablement de l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette angoisse lors d'un choix impossible, sachant pertinemment que vous ne pourrez jamais savoir ce qui serait arrivé si vous aviez choisi l'autre option. Eh bien, dans Pathologic, cette sensation est constante. Le sentiment d'impuissance est écrasant. À mesure que l'épidémie s'aggrave, les journées semblent s'accélérer. Et ce n'est d'ailleurs pas qu'une impression, c'est littéralement intégré dans le système même du jeu. L'horloge tourne plus vite quand la situation se détériore. Et le jeu ne cesse de vous le rappeler. Après chaque journée, le bilan des morts s'affiche, comme un compte à rebours vers l'apocalypse. C'est alors qu'elle survient, la déclaration officielle de l'épidémie. Alors, la ville avait déjà été touchée, bien sûr, mais lorsque le gouverneur Alexander Sabourov déclare l'état d'urgence, quelque chose change fondamentalement dans l'atmosphère du jeu. Les cloches résonnent à travers la ville. Non pas le carillon joyeux d'une célébration, non, mais plutôt comme le glas monotone qui annonce la mort. Et je vous garantis que c'est un son qui vous hantera longtemps après avoir éteint le jeu. D'ailleurs, ce tintement constant des cloches en période d'épidémie est quelque chose qui revient régulièrement dans la littérature russe. Que ce soit dans Le Cavalier de bronze de Pouchkine, dans Les récits d'un jeune médecin de Mikhail Bulgakov, ou encore dans Une journée d'Ivan Denisovitch de Solietsyn, les bruits de ces cloches viennent systématiquement ponctuer les catastrophes, les épidémies, les pertes humaines si nombreuses qu'il est devenu impossible de les compter individuellement. Et à mesure que notre horloge avance et que la peste s'étend, la ville se transforme sous vos yeux. Imaginez un corps humain luttant contre une infection. Au début, une seule petite zone est affectée. Un doigt rougit, enflammé. Puis l'infection se propage. Bientôt, la fièvre s'installe. Le corps entier commence à souffrir. Et finalement, si rien n'est fait, les organes vitaux commencent à défaillir.
C'est exactement ce qui arrive à la ville. Elle n'est pas une simple toile de fond pour votre lutte, elle est un organisme vivant qui se décompose en temps réel. Chaque district est un organe vital qui, un par un, cesse de fonctionner. Le Skinner's District est le premier à tomber. Ces rues sont jonchées de corps que personne n'a la force ou le courage de ramasser. Les fenêtres s'obscurcissent, couvertes de draps noirs, un code universel signalant la présence de maladies à l'intérieur. C'est un langage visuel ancien que nous connaissons instinctivement comme synonyme de mort imminente. Prenez un instant pour observer cette ville mourant lentement. Ce n'est pas juste un décor, c'est une entité qui souffre. La fumée qui s'élève des incinérateurs de fortune raconte une histoire à elle seule. Des colonnes grises qui montent vers le ciel toujours couvert, transformant les morts en cendres qui retombent sur la ville comme une neige macabre. Les corps dans les rues ne sont pas de simples objets d'arrière-plan. Ils sont des témoignages des vies brisées, des histoires interrompues, des personnes avec qui vous aviez créé des connexions et qui meurent, une à une et presque aléatoirement. En passant près d'eux, on se souvient de quand on les avait rencontrés, de ce que l'on avait fait pour eux ou de ce qu'ils avaient fait pour nous. Le jeu vous encourage à les voir non comme des statistiques, mais comme des individus dont l'absence laisse un vide dans le tissu social de la ville. Le quartier des entrepôts, cœur industriel de la ville, s'arrête rapidement lui aussi. Comme un foie qu'il ne filtre plus les toxines, il laisse la corruption se répandre. Les commerces ferment petit à petit et l'économie s'effondre. Puis c'est au tour du quartier de la cathédrale, centre spirituel de la ville. Comme un cerveau qui abandonne la raison au profit de la superstition et de la panique. Les rues qui relient ces districts ne sont plus des voies de communication, mais des veines obstruées où rien ne circule plus correctement. Les barricades et les zones de quarantaine créent des caillots dans ce qui était autrefois un système fluide. Mais notre horloge guide nous conduit maintenant vers une dimension encore plus perturbante de pathologique. Car si la ville meurt comme un organisme, qu'en est-il des corps qui l'habitent ? Pathologique ne se contente pas de représenter une ville malade, il nous confronte directement à l'horreur de la chair corrompue. Les habitants infectés se transforment, leur peau devient grise, parsemée de taches rougeâtres. Leurs mouvements sont saccadés, comme si leur propre corps leur était devenu étranger. Leurs voix se déforment, tantôt faibles et suppliantes, tantôt agressives et délirantes. Allez, je vous propose une nouvelle petite expérience de pensée. Fermez les yeux un instant et imaginez que votre propre corps devienne progressivement étranger à vous-même. Vos mouvements ne répondent plus parfaitement à vos intentions, votre voix commence à changer, votre peau développe des marques inexplicables. Eh bien, c'est cette dissolution de la frontière entre soi et l'autre, entre le familier et l'étranger, que Pathologique exploite avec une efficacité terrifiante. Et plus les jours passent, plus notre horloge tourne, plus la peste dans Pathologique cesse d'apparaître comme une simple maladie. Elle devient une présence, une volonté, presque une divinité vengeresse. Dans les districts infectés, des nuages de spores flottent dans l'air, se déplaçant comme des organismes conscients. Ces nuages ne sont pas statiques, ils semblent vous suivre, s'épaissir devant vous, bloquer votre chemin. Le son qui les accompagne est tout aussi perturbant. Un murmure constant, presque organique, qui évoque une respiration laborieuse ou un chuchotement incompréhensible. C'est la voix de quelque chose qui n'est pas censé en avoir. Et cette personnification de la maladie fait écho à des archétypes profondément ancrés dans notre inconscient collectif. Des représentations de la mort noire médiévale aux douces fièvres du folklore russe, telles que racontées par Alexander Afanassiev, considéré comme l'équivalent des frères Grimm dans le monde russophone. Et c'est bizarre à dire, mais en jouant, j'ai souvent eu l'impression que la maladie me reconnaissait, qu'elle adaptait sa stratégie contre moi. Mais en réalité, ce que le jeu essaye de nous faire comprendre, c'est que la peste n'est pas qu'une épidémie. C'est une rétribution. C'est la Terre elle-même qui se rebelle contre ceux qui l'ont profanée. Et votre rôle de guérisseur prend alors une dimension tragique. Vous comprenez, petit à petit, que vous êtes en train de lutter contre quelque chose qui n'est peut-être pas censé être vaincu. Rappelons-nous l'essentiel. Dans Pathologique, vous êtes médecin, un guérisseur. Votre but est de sauver des vies. Mais le jeu crée délibérément des situations où ça devient impossible. Vous n'avez jamais assez de médicaments, jamais assez de temps, jamais assez de ressources. L'un des moments les plus déchirants que j'ai vécu dans le jeu s'est produit lors du 4e jour. J'avais obtenu 3 doses d'un antibiotique crucial après une quête particulièrement difficile. Je me dirigeais vers l'hôpital pour les remettre au médecin principal, quand j'ai croisé une femme suppliant pour sa famille. Son mari et ses 2 enfants gisaient fiévreux à quelques mètres de là. Une fois de plus, j'ai été contraint de faire un choix.
respecter ma mission et livrer les médicaments à l'hôpital, où ils pourraient potentiellement sauver plus de vies, ou les donner immédiatement à cette famille en détresse. J'ai choisi l'hôpital, et je me souviens avoir fixé mon écran pendant de longues secondes, le curseur oscillant entre les deux options. Mais lorsque je suis repassé par cet endroit le lendemain, la famille entière était morte. Les corps des enfants, minuscules silhouettes immobiles, m'ont hanté pendant tout le reste de la partie. Pendant plusieurs minutes, j'ai repensé à ce choix, me demandant si j'avais vraiment optimisé des vies humaines comme des ressources, ou si j'avais simplement été trop lâche pour regarder la souffrance en face. Ces moments ne sont pas des échecs de gameplay traditionnels. Ce sont des leçons existentielles sur les limites de l'action humaine face à une catastrophe d'une telle ampleur. Le jeu vous force constamment à faire des choix impossibles. Sauver cet enfant ou cette femme enceinte, garder ce médicament pour une personne importante, ou alors le distribuer à plusieurs malades anonymes. Risquer votre propre santé pour accomplir une mission critique, ou préserver vos forces pour les jours à venir. Chaque choix est douloureux, chaque décision vous marque, et chaque vie que vous ne pouvez sauver reste avec vous. Et croyez-moi, l'impact psychologique de ces choix impossibles est dévastateur. Dans la plupart des autres jeux, on vous donne l'illusion du pouvoir, l'idée que vous pouvez tout accomplir si vous êtes assez habile. Et Pathologic vient méthodiquement détruire cette illusion. Vous n'êtes pas un héros tout-puissant. Vous êtes un homme faillible dans un monde qui s'écroule. Et c'est exactement ce dont parlait Antonin Artaud dans son concept de théâtre de la cruauté. Artaud imaginait un théâtre qui ne divertirait pas, mais qui secourait le spectateur jusqu'au tréfonds de son âme, qui l'impliquerait viscéralement dans une expérience cathartique. Un théâtre qui briserait le 4e mur pour faire du public un participant actif à la souffrance représentée. Et Pathologic réalise clairement cette vision à travers ses mécaniques de jeu. Vous n'êtes pas un simple spectateur de cette tragédie. Vous êtes son protagoniste impuissant. Le jeu vous place sur scène, vous force à porter le masque du héros tragique, tout en sachant que peu importe vos efforts, le rideau tombera sur un désastre. Evayan est peut-être le personnage qui illustre le mieux cette impuissance. C'est votre logeuse, celle qui vous accueille malgré votre statut de paria, qui vous cède son étage supérieur pour vos expériences, tandis qu'elle dort dans un coin de son salon. Et jour après jour, vous la voyez progressivement perdre espoir. Vous tentez maladroitement de la réconforter, de lui apporter des raisons d'espérer, alors que tout autour d'elle est en train de s'effondrer. Et puis, un matin, vous recevez une lettre étrange, incohérente. Vous courez pour la retrouver, pour la sauver, mais trop tard. Eva a mis fin à ses jours. Vous n'avez rien pu faire. Vous, le brillant médecin, n'avez pu empêcher la mort de la personne qui vous était le plus proche dans cette ville maudite. Et je pense que c'est justement pour ça que seuls 6% des joueurs ont survécu jusqu'au 11e jour. Parce que ce n'est pas un jeu difficile au sens traditionnel du terme. Ce n'est pas un défi à surmonter, une série d'obstacles conçus pour être vaincus par la persévérance et l'habileté. Non. Ici, la souffrance n'est pas un effet secondaire. Elle est le langage même du jeu, son mode de communication primaire. Chaque action a un coût. Chaque choix entraîne une douleur. Et vous n'apprenez pas à mieux jouer. Vous apprenez à souffrir de façon plus efficace, à gérer la pénurie, à accepter l'échec comme condition de votre progression. Parce que si dans la plupart des jeux, la progression apporte un réconfort, un sentiment d'accomplissement, dans Pathologic, cette progression est une spirale descendante. Une chute lente et inéluctable vers l'épuisement. Pour résumer, vous ne jouez pas à ce jeu, vous le subissez. Comme je l'indiquais en intro, les créateurs de Pathologic, Icepeak Lodge, n'ont jamais caché leur intention. Ils ont conçu le jeu comme un dispositif de destruction psychologique. Une expérience délibérément frustrante qui explore les limites de l'endurance humaine. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est que cette futilité programmée peut paradoxalement engendrer une détermination presque irrationnelle chez certains joueurs. Je me souviens avoir passé une nuit entière à chercher des médicaments pour sauver un personnage que j'appréciais, sachant pertinemment que cela signifiait sacrifier mon propre bien-être dans le jeu. C'était irrationnel, contre-productif même, mais profondément humain. D'ailleurs, un dialogue particulièrement frappant avec Maria Kaina, l'un des personnages centraux, illustre d'ailleurs parfaitement cette tension. « Docteur, pourquoi vous obstinez-vous? Vous savez que nous sommes condamnés. » Lorsque j'ai choisi de répondre, que je continuais parce que c'était mon devoir, elle m'a simplement répondu « Le devoir n'existe pas, il n'y a que le choix, et votre choix vous définit. »
Le jeu devient alors une étude de notre obstination face à l'inévitable, nous rappelant que même dans les situations les plus désespérées, nous cherchons encore à donner un sens à nos actions, aussi futiles soient-elles. Ah, voilà, ça y est. Notre horloge guide nous emmène maintenant dans une dimension encore plus étrange de pathologique. Car avec l'épuisement viennent les hallucinations, et avec elles, une dissolution progressive de la réalité elle-même. Ce qui distingue d'après moi Pathologique de tant d'autres jeux de survie, c'est sa résonance profonde avec la philosophie de l'absurde d'Albert Camus. Comme Sisyphe, condamné à pousser éternellement son rocher, vous luttez jour après jour contre une calamité qui semble insurmontable. Mais c'est précisément dans cette lutte apparemment vaine que le jeu trouve son sens le plus profond. D'ailleurs, même s'il y a bien sûr énormément de différences avec The Stanley Parable, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, Pathologique m'y a un peu fait penser. Ces deux jeux remettent en effet totalement en question l'illusion du libre arbitre dans un médium pourtant défini par l'interactivité. Qu'il s'agisse des mécaniques délibérément frustrantes de Pathologique, qui forcent le joueur à lutter contre des systèmes de survie impitoyables, ou des boucles narratives de The Stanley Parable qui révèlent comment chaque choix est en réalité prévu et programmé par les développeurs. Et puis, dans ces deux jeux, le quatrième mur est constamment abattu pour confronter le joueur à sa propre position dans ce système déterministe. Pathologique, notamment par le fait que quelques créatures masquées rappellent constamment au joueur qu'il n'est qu'un acteur de second plan dans une pièce de théâtre qui le dépasse totalement, et The Stanley Parable, avec son narrateur qui commente directement les tentatives de rébellion du joueur, amènent tous les deux une réflexion sur l'absurdité fondamentale de jouer à un jeu vidéo. Allez, je vous propose un dernier exercice de réflexion. Si tous les chemins sont prédéterminés, si chaque choix a été anticipé par un créateur, quelle signification peut-on donner à nos actions? Non seulement dans ce jeu, mais peut-être aussi dans nos propres existences. Cette mise en abîme fait de ces deux œuvres des explorations philosophiques sur l'absurdité camusienne, où le joueur, comme Sisyphe, trouve peut-être son triomphe non pas dans la victoire sur un système implacable, mais dans la reconnaissance lucide de sa position au sein de celui-ci. Pathologique a cette étrange faculté que peu de jeux ont, de transformer le jeu en héros absurde, trouvant une forme de victoire dans la persistance même de ses efforts. Alors, le message n'est jamais explicite, mais il émerge naturellement de l'expérience. Face à un univers indifférent, c'est l'acte même de résister qui définit notre humanité. Et d'ailleurs, cette philosophie n'est pas simplement un thème narratif, elle est directement intégrée dans les mécaniques du jeu. Pathologique ne vous offre jamais de victoire complète ou satisfaisante. Même lorsque vous réussissez à sauver quelqu'un, 3 autres personnes meurent ailleurs. Le système de quête simultanée et le temps défini vous forcent à accepter l'impossible. Vous ne pouvez pas tout accomplir. La seule victoire possible est d'accepter cette limitation fondamentale et de continuer malgré tout. C'est absurde, Chaque jour qui passe, vous savez que tout recommencera, que vos efforts seront systématiquement effacés. Pourtant, au moment de choisir qui recevra votre dernière dose d'antibiotiques, cela importe. Ça importe même terriblement. Et comme le dit l'un des habitants les plus énigmatiques de cette ville, nous sommes tous des acteurs dans une pièce dont nous ne connaissons pas le script. Notre seule liberté est d'interpréter notre rôle avec dignité. Et je trouve que cette phrase, prononcée alors que la ville s'effondre totalement autour de lui, capture parfaitement l'essence de l'héroïsme absurde qui est proposé aux joueurs. Bon, je parle, mais notre horloge s'emballe. Les jours commencent à défiler à une vitesse folle. Et avec eux, la frontière entre réalité et cauchemar devient de plus en plus floue. Et voilà, ça y est. Comme si la situation n'était pas déjà assez surréaliste, c'est au 6e jour que les premiers symptômes d'hallucination commencent à se manifester chez le protagoniste. La limite entre la réalité et le cauchemar devient de plus en plus poreuse. Des visions fugaces apparaissent dans le coin de votre œil, des silhouettes impossibles, des mouvements qui défient les lois de la physique. La ville elle-même semble se distordre subtilement, ses angles devenant bizarrement aigus, ses ombres trop profondes, trop noires. Est-ce que c'est lié à la fatigue, au stress, à la malnutrition peut-être? Ou alors, commencez-vous vous-même à succomber à l'infection? Le jeu ne vous offre aucune réponse claire. Ces hallucinations pourraient être psychologiques ou pathologiques. Pensez-y un instant, comment distingueriez-vous dans un jeu vidéo une hallucination d'une révélation?
Si l'esprit de votre personnage, affaibli par la faim et la maladie, vous montrait quelque chose de dissonant. Un bâtiment à la structure impossible. Une ombre qui parle. Comment savoir si c'est votre cerveau qui défaille ou si vous venez de percer le voile de la réalité? Mais plus les jours passent, plus vous vous retrouvez dans un espace onirique, où les lois de la physique et de la logique n'ont plus cours. Ce sont des moments où le jeu abandonne toute prétention au réalisme pour plonger dans un symbolisme cru. Dans ces moments d'égarement, vous rencontrez de plus en plus de ces figures masquées omniscientes, qui vous parlent en énigmes. Vous traversez des couloirs impossibles qui se replient sur eux-mêmes. Vous voyez des symboles qui résonnent avec l'iconographie des Kin, le peuple originel de cette région, mais détournés, pervertis. Ces séquences hallucinatoires ne sont pas de simples interludes narratifs. Elles remplissent une fonction de déstabilisation psychologique profonde. Elles suggèrent que votre subconscient perçoit des vérités que votre esprit conscient refuse d'affronter. Elles insinuent que la réalité telle que vous l'aperceviez n'est qu'une façade fragile, prête à s'effondrer. Et s'effondrer, elle le fait. Bientôt, les hallucinations deviennent constantes. Elles s'insinuent dans vos journées, d'abord comme des flashs fugaces, une silhouette aperçue du coin de l'œil, un murmure indistinct, une sensation de présence là où il ne devrait y avoir personne. Puis, elles deviennent plus prononcées, plus insistantes. Je me souviens d'un moment particulier où, épuisé après avoir couru à travers la ville pour livrer des médicaments, j'ai cru voir une des arches d'un cimetière se déplacer. Un mouvement presque imperceptible, comme un élément de décor qui avait essayé de fuir alors que j'avais le dos tourné. J'ai évidemment d'abord cru à un bug graphique, mais ce type de mouvement s'est manifesté à plusieurs reprises, et toujours dans des zones fortement infestées. Et croyez-moi, cette intersection entre bug technique et intention narrative crée un sentiment particulièrement perturbant. Le jeu emploie de subtils effets visuels pour renforcer cette sensation. Des distorsions de l'image, des variations de luminosité, des déplacements de textures qui sont si légers qu'on doute de les avoir vraiment vus. Et cette incertitude est délibérée. Elle vous fait douter de vos propres perceptions. Vous commencez à douter de tout ce que vous voyez. Et je trouve que cette incertitude constante crée une forme d'horreur bien plus profonde que n'importe quel monstre ou jumpscare. C'est l'horreur de ne plus pouvoir faire confiance à votre propre esprit, de devenir étranger à vous-même. Et petit à petit, notre horloge guide nous mène vers une structure particulière. Au cours de cette dissolution progressive de la réalité se trouve la visite de la termitière, l'une des séquences les plus perturbantes et révélatrices du jeu. Observez-la un moment. Cette structure massive et étrange qui se dresse comme une termitière géante au milieu de la ville. Cette termitière qui sert de logement aux travailleurs Kin n'est pas simplement un bâtiment. C'est un point de contact entre notre réalité et quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien et plus étrange. Dès que vous pénétrez dans la termitière, vous savez que vous venez de franchir un seuil. Son architecture intérieure défie toute logique. Des escaliers qui mènent nulle part, des couloirs qui se replient sur eux-mêmes, des portes qui s'ouvrent sur des espaces qui ne devraient pas pouvoir exister dans les limites physiques du bâtiment. Et cette géométrie non euclidienne n'est pas un simple artifice visuel. Elle symbolise un espace qui existe en dehors des lois normales de la physique. Un lieu où la réalité telle que nous la connaissons se délite pour révéler quelque chose de plus fondamental. Quand on se balade dans la termitière, on est rapidement pris d'un vertige qui n'est pas simplement dû au level design. C'est une désorientation plus profonde, cognitive, comme si votre esprit lui-même perdait ses repères. Je me sentais un peu comme si j'arpentais moi-même les œuvres de M.C. Escher, ou les descriptions Lovecraftiennes de géométrie étrangère à notre compréhension euclidienne. À mesure que vous progressez dans les profondeurs de la termitière, vous rencontrez des symboles dont la signification vous échappe, mais dont la puissance est indéniable. Des dessins sur les murs évoquent le taureau, que l'on a croisé un certain nombre de fois lors de nos hallucinations quotidiennes. Des autels improvisés où brûlent des bougies, des traces de rituels dont vous ne comprenez pas le but. D'ailleurs, les travailleurs Kin que vous croisez ne sont plus tout à fait humains. Leurs visages sont cachés derrière des masques rituels. Leurs voix sont des chuchotements rythmiques qui ressemblent davantage à des incantations qu'à des conversations. Ils se déplacent avec une synchronicité troublante, comme guidés par une volonté collective. La termitière devient ainsi une représentation physique de l'inconscient collectif des Kin, un espace où leurs croyances, leurs traditions et leurs peurs prennent une forme tangible. En la traversant, vous ne voyagez pas simplement dans un bâtiment, mais dans la psyché d'un peuple entier.
Et au plus profond de la termitière, vous découvrez son véritable secret. Un puits qui descend dans les entrailles de la Terre, vers ce que les Kin appellent les veines. Un conduit direct avec l'entité vivante qui gît sous la ville, vers le sang du taureau. Et c'est là que la révélation devient complète. Oyun, le chef des Kin qui travaille à l'abattoir, vous explique que ce sang n'est pas simplement un symbole ou une métaphore. C'est littéralement ce qui nourrit la ville, ce qui lui permet d'exister. Et c'est ce même sang qui, maintenant corrompu, propage la peste. Après près de 20 heures de jeu, tout ce que je croyais comprendre s'effondrait. Et l'impact de cette révélation se révèle traumatique à plusieurs niveaux. D'abord, elle remet en question toute votre compréhension de ce qu'est la ville. Ce n'est pas simplement une construction humaine, mais un organisme symbiotique qui dépend de cette entité souterraine. Et en conséquence, cette information vient également bouleverser votre perception de la peste. Ce n'est pas une simple maladie à guérir par des moyens médicaux conventionnels. C'est une manifestation d'un déséquilibre cosmique, d'une rupture dans la relation entre l'humanité et la Terre. Et c'est là que le jeu expose aux joueurs son ultime dilemme. Si vous découvriez que votre existence n'est qu'une infime perturbation sur le corps d'une entité bien plus vaste, continueriez-vous à vous battre? Ou encore, accepteriez-vous votre insignifiance cosmique? Mais cette révélation transforme également votre rôle en tant que guérisseur. Vous n'êtes plus simplement un médecin traitant des patients individuels. Vous êtes un intermédiaire entre deux univers, entre l'ancien et le nouveau, entre le rationnel et le mystique. Bon, clairement, une fois de plus, cette révélation ne va pas vous apporter beaucoup de clarté ou de réconfort. Elle approfondit, au contraire, le mystère et l'horreur. Car si la ville est vivante et que la peste est sa réaction immunitaire, alors que signifie vraiment la guérir? Et d'ailleurs, est-ce même possible? Ou alors, êtes-vous condamné à lutter contre une force aussi ancienne et implacable que la Terre elle-même? Et voilà, notre horloge guide nous révèle maintenant un aspect fascinant de Pathologic. Car la ville n'est pas une vérité objective. Elle change selon les yeux qui la regardent. Si vous choisissez d'incarner le célibataire au début de la partie, la peste ne sera rien d'autre qu'un problème scientifique à résoudre, un ensemble de bactéries à éradiquer. Son approche sera clinique, froide, rationnelle. Pour la changelin, en revanche, la maladie sera une manifestation spirituelle, peut-être même sa propre dualité. Elle est à la fois le poison et le remède, la maladie et la guérison. Pour la ruspice que j'ai choisi d'incarner, la maladie est un simple déséquilibre dans l'organisme vivant que constitue la ville, une réponse à une blessure plus profonde. Sa vision est chamanique, mystique, viscérale. Dans Pathologic, changer de personnage, c'est littéralement voir un monde différent. Et ce que le jeu vous révèle alors est troublant. Et si la vérité n'existait pas? La révélation complète de la nature de la peste dans Pathologic arrive comme le dernier voile qui tombe, exposant assez subtilement une vérité que l'esprit humain n'est pas équipé pour appréhender pleinement. La peste n'est pas juste une maladie causée par des microbes. Elle n'est pas seulement une punition métaphorique pour les péchés de l'humanité, elle est une manifestation physique de la conscience même de la Terre. Sous la ville s'étend une entité que les Kin appellent le taureau. Pas un animal ordinaire, non, plutôt une force primordiale, un aspect de la Terre elle-même. Ses veines courent sous le sol, son sang nourrit la Terre, ses organes forment le substrat sur lequel la ville a été construite. Parce qu'en effet, la carte même de la ville, lorsqu'elle vous est révélée dans sa véritable forme, n'est pas un plan d'urbanisme mais une anatomie. Chaque district correspond à un organe vital du taureau. Et c'est ce taureau qui est malade. Le polyèdre, cette construction impossible qui défie la physique, a été planté comme un pieu dans son cerveau. L'industrialisation, les abattoirs, la pollution ont corrompu son sang. La peste n'est rien d'autre que la fièvre de la Terre elle-même. Sa tentative désespérée de se purger de l'infection humaine. Et je trouve que cette révélation place Pathologic fermement dans le territoire de l'horreur cosmique, telle que définie par Lovecraft. Il s'agit de l'horreur qui naît de la confrontation avec des forces si vastes, si anciennes et si indifférentes que notre existence même semble insignifiante en comparaison. Comme les entités Lovecraftiennes, le taureau n'est pas malveillant au sens humain du terme. Il est amoral, indifférent à nos souffrances individuelles, opérant selon une logique qui dépasse notre compréhension. Il ne nous hait pas plus qu'un corps humain ne hait les bactéries qu'il combat lors d'une infection. Mais alors que Lovecraft situe généralement son horreur cosmique dans une perspective anglo-saxonne, Pathologic offre une vision distinctement russe de ce concept.
Le jeu s'inspire profondément de la mythologie slave et du rapport particulier à la Terre que l'on trouve dans la culture des pays russophones. Et cette différence culturelle est essentielle pour comprendre la particularité de Pathologic. Dans la mythologie russe, la Terre n'est pas simplement un support passif, mais une entité vivante avec laquelle l'humanité vit en symbiose, ou en parasitisme. La Matsira Zemlya, ou Mère Terre humide en français, est une figure centrale de cette mythologie, une déesse qui nourrit, mais qui peut aussi reprendre ce qu'elle a donné. En jouant, j'ai été frappé dans la façon dont cette conception de la nature comme entité consciente, présente dans de nombreuses cultures animistes, mais particulièrement prononcée dans la mythologie slave, transforme l'expérience d'horreur. Dans Pathologic, ce n'est pas une peur de l'inconnu, mais une peur de ce qui a toujours été là, juste sous nos pieds, et que nous avons choisi d'ignorer ou d'exploiter. Et je trouve que la terreur que cette révélation inspire est profonde et multiple. D'abord, c'est l'effroi de réaliser que tout ce que nous avons construit, tout ce que nous considérions comme des accomplissements humains, n'est qu'une excroissance parasite sur un être plus ancien et plus puissant. Ensuite, c'est l'horreur de comprendre que notre combat contre la peste est peut-être futile, voire contre nature. En essayant de sauver la ville, ne sommes-nous pas en train de perpétuer l'infection qui ronge le taureau? Ne sommes-nous pas, en fin de compte, la vraie maladie? Enfin, c'est le vertige métaphysique de se retrouver face à une entité qui défie nos catégories mêmes de compréhension. Le taureau n'est ni complètement matériel, ni complètement spirituel. Il est à la fois une réalité physique et un concept mystique. Il échappe à toutes nos tentatives de le classifier, de le réduire à quelque chose que nous pouvons comprendre. Alors, je sais que je dis souvent, mais je trouve que cette confrontation avec notre propre insignifiance cosmique est l'une des formes d'horreur les plus profondes qui soient. Elle nous force à reconsidérer non seulement notre place dans le monde, mais la nature même de la réalité que nous pensions comprendre. Et voilà, ça y est. Notre horloge nous emmène maintenant à la croisée des chemins. Car après avoir compris la nature de la peste, une question se pose. Comment y faire face ? Quelle signification peut-on trouver dans la lutte contre quelque chose qui nous dépasse si fondamentalement ? Et je pense que ce n'est pas un hasard si les meilleurs jeux d'horreur ne nous font pas seulement sursauter, mais transforment subtilement notre façon de voir le monde, même une fois l'écran éteint. Pathologic excelle particulièrement dans cet art. Dans la vie, comme dans les jeux vidéo auxquels nous jouons, nous structurons nos vies autour de l'idée que nos actions ont un sens, que nos souffrances servent un objectif plus grand. Qu'en faisant les bons choix, nous pouvons contrôler, au moins en partie, notre destin. Pathologic, lui, démolit méthodiquement cette illusion réconfortante. Il nous montre un monde où le contrôle est illusoire, où la souffrance est inévitable, où même les choix les plus moraux peuvent mener à des conséquences désastreuses. Dans ce chaos, dans cette absence de sens préétabli, le jeu nous place face à l'angoisse fondamentale de la liberté sans but. Vous êtes libre de faire vos choix, mais cette liberté n'est pas libératrice, elle est écrasante. Car chaque choix que vous faites définit non seulement qui vous êtes, mais contribue à façonner un monde qui pourrait être complètement indifférent à vos intentions. Et c'est cette confrontation avec l'absurde qui fait de Pathologic une expérience si profondément perturbante. Ce n'est pas tant la peur de mourir qui vous hante, mais la peur que votre vie, votre lutte, vos souffrances pourraient n'avoir aucun sens. À la fin de Pathologic, vous êtes confronté à des choix qui transcendent une fois de plus la simple mécanique de jeu. Je pense que si aujourd'hui Pathologic est considéré comme un des jeux horrifiques les plus déstabilisants et les plus innovants, c'est certainement parce qu'il force ses joueurs à comprendre et même à adhérer à des visions du monde radicalement différentes en fonction des personnages qu'ils décident d'incarner. Parce qu'en réalité, Pathologic, ce n'est pas un jeu, mais 3. Après des jours passés dans la peau du célibataire, le choix de détruire la ville pour sauver le polyèdre semble presque logique. Cette structure impossible représente l'avenir, l'espoir, l'innovation. Donc pourquoi s'accrocher à une ville condamnée quand on peut bâtir une utopie ? La Changelin, quant à elle, proposera un miracle ambigu. Sauvez les deux, mais à quel prix ? Le jeu refusera de vous offrir une solution parfaite. Il vous confronte à cette vérité brutale. Il y aura toujours un sacrifice. Et quand on a vécu l'histoire de la Ruspice, cette même décision paraît monstrueuse. Comment pourrait-on sacrifier sa terre natale, sa communauté, son héritage ? Le polyèdre ne saurait être vu comme un corps étranger, une infection à éliminer pour sauver l'organisme. Et en réalité, ces choix ne sont pas simplement des fins alternatives, ils sont des déclarations existentielles. Ils vous demandent constamment ce que vous valorisez. La tradition ou le progrès, l'individu ou la communauté, la certitude ou le miracle.
Lorsque j'ai atteint ce point, après des jours de lutte, de souffrance et de choix douloureux, j'ai été surpris de constater que ma décision ne s'est pas basée sur une analyse rationnelle des conséquences, mais sur un sentiment profond, presque viscéral de ce qui était juste selon mes propres valeurs. C'est comme si toute l'expérience m'avait préparé non pas à faire le bon choix, mais à faire mon choix. Dans le médium vidéoludique, souvent accusé de fournir des échappatoires faciles et des fantasmes de pouvoir, Pathologic ose nous confronter à notre propre fragilité, à notre propre finitude, à notre propre insignifiance cosmique. Et voilà, notre horloge guide arrive à la fin de son cycle. Mais avant de conclure notre voyage, prenons un moment pour réfléchir à ce que cette expérience nous révèle sur nous-mêmes et sur notre relation à l'horreur. Pourquoi recherchons-nous des expériences qui nous perturbent ? Pourquoi volontairement nous plonger dans un jeu comme Pathologic qui nous promet non pas du plaisir mais de l'angoisse ? Je me pose moi-même cette question en toute sincérité. Pourquoi Pathologic est considéré comme un chef-d'œuvre inconnu, conçu délibérément pour briser psychologiquement ses joueurs ? Qu'est-ce qui nous pousse à explorer des œuvres qui nous confrontent autant à la souffrance, à la mortalité et à l'absurde ? Peut-être est-ce parce que l'horreur véritable, l'horreur existentielle, agit comme un révélateur. Elle nous pousse à une forme d'introspection que peu d'autres expériences peuvent provoquer. Comme un miroir déformant qui, paradoxalement, révélerait notre vrai visage. Pathologic ne nous effraie pas avec des monstres ou des jumpscares superficiels. Non. Comme l'a prouvé cette course contre le temps qui passe, il nous confronte à nos peurs les plus fondamentales. La peur de l'impuissance face à des forces qui nous dépassent. La peur de devoir faire des choix impossibles. La peur que nos souffrances soient dénuées de sens. Et ces peurs ne sont pas arbitraires, elles sont au cœur de la condition humaine. Elles sont universelles, intemporelles. Elles nous habitent tous, tapis dans les recoins de notre psyché, habituellement ignorés dans le tumulte de la vie quotidienne. En nous forçant à les affronter dans un contexte contrôlé, l'horreur existentielle de Pathologic remplit une fonction presque cathartique. Elle nous permet d'explorer ces abîmes sans y succomber réellement. De regarder dans les yeux ce qui normalement nous ferait détourner le regard. Et peut-être, à travers cette confrontation, de mieux comprendre non seulement nos peurs, mais nous-mêmes. À la fin de ma première partie complète, épuisé mais étrangement satisfait, j'ai réalisé que ce qui m'avait poussé à continuer malgré cette difficulté incroyablement élevée, malgré la souffrance, était précisément cette quête de sens. Non pas un sens imposé de l'extérieur, mais un sens que je construisais à travers mes propres choix, mes propres sacrifices. Et je vous garantis qu'une fois que vous avez expérimenté ça, impossible de voir les autres jeux de la même manière. L'idée que l'on puisse toujours gagner, que la persévérance mène inévitablement au succès, devient soudain ridiculement naïve. Pathologic appartient à cette lignée d'œuvres qui ne se contentent pas d'exceller dans leur médium, mais qui en repoussent les limites, qui nous forcent à reconsidérer ce que ce médium peut être et faire. Et maintenant, je comprends pourquoi, près de 20 ans après sa sortie, tant de personnes continuent d'en parler. D'écrire des articles pour dire à quel point ce jeu est merveilleux. Pourquoi il est devenu un chef-d'œuvre maudit du jeu vidéo. Voilà, notre voyage touche à sa fin. L'horloge s'est arrêtée. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie d'explorer ce chef-d'œuvre méconnu en explorant un autre chemin que celui que j'ai moi-même emprunté. Alors, cette vidéo était un peu plus courte que d'habitude parce que je suis actuellement en train de travailler en parallèle sur une très grosse vidéo, sur un sujet qui me fascine au plus haut point depuis pas mal de temps maintenant, Dwarf Fortress. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais sachez que je suis en train de travailler sur plusieurs très gros projets, qui, j'en suis à peu près certain, vous plairont beaucoup. Donc si vous voulez m'aider à franchir le cap des 100 000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, et ensuite à partager cette vidéo, ou les précédentes à vos amis, et à laisser un petit commentaire pour le référencement. Ça ne vous prend que quelques secondes, et c'est vraiment la meilleure manière que vous avez pour récompenser mon travail. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et à très bientôt, et prenez soin de vous d'ici là.